Bienvenue dans le débat. Que fait Donald Trump après avoir demandé à la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, de quitter son poste? Le président américain licencie aujourd'hui la chef du Centre de prévention des maladies, une agence qui fait partie du ministère de la Santé, Suzanne Monares, qui avait pourtant été nommée il y a à peine un mois. Sa confrontation avec les institutions publiques se poursuit sur fond d'envoi de l'armée à Washington et de menaces de déployer cette même armée dans d'autres villes démocrates comme Baltimore, Chicago ou encore New York. Le président américain a ajouté vouloir rétablir la peine de mort à Washington, où elle a été abolie depuis 1981. Depuis quelques semaines, un Salvadorien, Kimar Abrego Garcia, menacé d'être déporté en Ouganda, est devenu littéralement le symbole de la lutte contre les expulsions massives des sans-papiers. Trump renforce aussi sa politique de restriction à l'immigration légale dans le pays. Il a proposé aujourd'hui de réduire la durée de séjour aux États-Unis des étudiants et des journalistes étrangers. Alors, comment qualifier cette politique de Donald Trump, nationaliste, anti-science, unilatérale? Met-il vraiment en péril la démocratie en Amérique? Que font les démocrates? Font-ils le mort ou sont-ils réellement morts? Pour reprendre la une de Harper que vous voyez en ce moment, c'était le Harper du mois d'août. Trump, jusqu'où la dérive autoritaire? Ça, c'est le titre de ce débat. On en parle avec mes invités. Justement, il y aura John Rick MacArthur ce soir avec nous en studio à New York, directeur de la revue de presse, Harper Magazine, dont on vient de voir la une au mois d'août. C'est le tout dernier qui vient de sortir, qui sort en septembre. Cette fois, c'est sur la fin de l'école publique. Bonsoir John Rick, merci d'être là. Bonsoir. Hélène Kuntz est avec nous ce soir. Bonsoir Hélène, professeure à l'INSEC Paris, auteur de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. En face de vous, Ketevan Gorgestani est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à France 24, ancienne correspondante à Washington pour nous, pour France 24. Jérôme Viala Godefroy est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de cours à Sciences Po, également spécialiste de politique américaine. Votre livre, Les mots de Trump, et ça, c'est aux éditions Dalloz. Trump a donc dégainé une nouvelle fois l'arme du licenciement en virant cette fois la chef d'une agence sanitaire phare, Suzanne Monares, qui a pourtant été nommée il y a à peine un mois. Ça fait 8 mois qu'il est au pouvoir et cette semaine, il a viré 2 personnes, donc elle et puis la gouverneure de la Fed, la Banque centrale américaine. Hélène, est-ce qu'on peut dire que sur l'affrontement avec les agences publiques, c'est une chasse aux sorcières un peu équivalente à celle du temps du macartisme? Alors, c'est une chasse aux compétences. Parce que s'il veut, il veut faire un régime autoritaire là, donc il montre de l'autorité, même là où il n'y en a pas. Le débat sur ces 2 licenciements, c'est que l'une comme l'autre, ce n'était pas du tout dans le portefeuille du président de faire ces licenciements-là. Donc, c'est illégal, en fait, ce que vous dites. Parfaitement illégal. Madame Cook a été nommée par le Congrès et volontairement, la Fed est indépendant de l'exécutif. Donc, c'est un rapport de force. La dame Centers for Disease Control, CDC, au fait, c'était un problème idéologique et non pas même un problème scientifique qui est son portefeuille. C'est la science. Donc, ce sont des attaques, sur la science, sur les études et sur qui décide. Donc, il vraiment essaie là de consolider le pouvoir. Comment vous qualifiez sa politique, vous qui parlez des mots de Trump dans votre livre, Jérôme Viala Godefroy? On est dans une forme de proto-dictateur, en fait. Et là, on voit bien que, contrairement à la chasse aux sorcières, c'est le président. Pendant la chasse aux sorcières, ce n'était pas le président qui avait fait cette tentative de purge. Ça se passait au Sénat. Donc voilà, il y avait une ambiance quand même particulière. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il s'attaque à McCarthy. Voilà, McCarthy contre le communisme. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il s'attaque à toutes les institutions et il s'attaque même à l'armée. Il y a même une purge au sein de l'armée, ce qui a fait d'ailleurs tomber McCarthy quand il a commencé à s'attaquer à l'armée. Donc là, on est dans quelque chose de bien plus totalitaire, bien plus avec la puissance fédérale derrière. C'est totalitaire parce que c'est à la fois les agences... totalitaire, même pas autoritaire. Totalitaire dans le sens où c'est vraiment la totalité. C'est-à-dire que c'est à la fois les agences fédérales, mais c'est aussi la culture, c'est aussi l'économie.
Et donc, on est dans quelque chose de totalement inédit. Hein. D'ailleurs, il a été même accusé presque de socialisme dernièrement, en tellement le pouvoir fédéral, le pouvoir de l'exécutif, le président lui-même, s'implique, par exemple, dans les questions économiques. On le voit d'ailleurs avec la Banque centrale. Avec ce rapport de force, avec ce bras de fer avec la Banque centrale et d'ailleurs son patron également. Ketevan, ces fonctionnaires d'ailleurs qui sont virés. D'abord, il y a une procédure judiciaire qu'a lancée Lisa Cook. Hein, donc elle va se battre. Elle a exercé un recours contre Trump et ça pourrait d'ailleurs aller pour une fois jusqu'à la Cour suprême. Donc là, ça serait intéressant de voir justement jusqu'où peut aller son cas. Ces fonctionnaires virés, est-ce qu'ils sont remplacés finalement sans passer par la case Sénat ? Alors, il y a plusieurs choses qu'il peut faire, c'est-à-dire de mettre quelqu'un temporairement, un acting directeur. Donc là, il n'a pas besoin de passer par le Sénat, mais à un moment donné, dans la temporalité, il faut que cette personne devienne quelqu'un qui a été confirmé par le Sénat. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, par exemple, pour Monarez, la directrice du CDC. Elle était acting depuis janvier et elle a été nommée ensuite par Donald Trump et confirmé par le Sénat. Par le Sénat, justement. Il y a des procédures. Mais en la virant, est-ce qu'il peut finalement nommer quelqu'un d'autre sans même passer par le Sénat ? Il peut nommer quelqu'un temporairement, en tout cas, sans passer par le Sénat. Et à un moment donné, il va devoir passer par le Sénat. Mais passer par le Sénat, on a vu que ce n'était pas vraiment un problème, puisqu'on a un parti républicain qui est à la botte de Donald Trump et qui a une peur bleue. Et il y en a certains qui l'ont dit publiquement, ouvertement. Ils ont peur de la réaction de Donald Trump s'il s'oppose à lui, et notamment s'il s'oppose, par exemple, à un de ses nominés. John-Rick MacArthur, vous qui suivez vraiment cette politique américaine depuis longtemps, qu'est-ce qui vous frappe chez Trump ? Est-ce que c'est d'abord sa brutalité ? Il y a un article dans votre magazine Harper qui met en avant le fait que finalement, il fait toujours fi des règles alors que, en gouvernant de manière unilatérale, alors que les démocrates, eux d'ailleurs, respectent encore les règles. Et ça marche en fait, cette brutalité. Ben, ça marche à un certain niveau, mais excusez-moi, les jeux ne sont pas faits. Alors, il y a Mme Cook qui a déjà répliqué avec son propre procès contre Trump. Il y a toujours la branche judiciaire qui tienne plus ou moins, qui adhère plus ou moins à la Constitution. Alors, il ne faut pas exagérer. Mais ce qui est intéressant là, c'est vraiment le génie de Trump. Ça se trouve dans sa capacité de changer le sujet et de constamment et de cibler des images pas du tout populaires. Alors, ce que vous voyez là, c'est pas nouveau d'attaquer une femme noire. C'est vieux jeu là. C'est ce que faisait Ronald Reagan quand il se moquait des reines de l'assistance publique, les welfare queens, etc. C'est pas simplement d'attaquer à la réserve fédérale ou appuyer une baisse au taux d'intérêt, c'est aussi attaquer à tout ce qui est représenté par le libéralisme américain. Discrimination positive, et il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils sont toujours minoritaires aux États-Unis, qui pensent, qui tout de suite, qui diront « Ah oui, une femme noire, elle a réussi parce qu'elle a bénéficié de la discrimination positive et de la politique malsaine des démocrates. » Alors, ils jouent sur le ressentiment des petits gens, des petits blancs, et il change de sujet parce que, notamment, il a échoué dernièrement. Il a échoué avec Poutine. Il a été plutôt humilié par Poutine. Il a échoué avec Netanyahou. C'est évident que Netanyahou a gagné jusqu'à présent le jeu avec Trump. Donc alors, il fait diversion, c'est ce que vous dites ? Il fait diversion, et il fait diversion avec une cible très pratique, une femme noire. On peut continuer sur ce thème si vous voulez, mais c'est très américain ça. C'est très américain. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Non, sa brutalité Trump, quand même, c'est très nouveau ça. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Alors que Reagan déguisait sa rancune
anti-noir, anti-État-providence d'une façon plus élégante que Trump. Hélène Coontz. Elle a été licenciée par tweet, hein, donc effectivement, c'est pas très courageux. Alors, je pense qu'il y a autre chose dans ce problème avec Mme Cook, c'est qu'il n'a toujours pas réussi à virer comme il voulait Jerome Powell, qui est lui le président de la totalité de la Fed, parce que Mme Cook est que sur le Fed de Chicago, donc elle est gouverneure de Fed, l'une des 12 Fed. Donc, comme il a toujours dans la ligne de mire Jerome Powell, et Jerome Powell tient bon face à lui, il essaie un peu de vider autour de Jerome Powell pour que son mandat soit compromis. Alors, mais en compromettant le mandat de Jerome Powell, il met toute l'économie américaine en jeu pour un problème d'ego tout de même. Et vous croyez quand même que la justice peut, en tout cas, jouer son rôle, comme John Rick MacArthur, dans cette affaire précisément, parce qu'elle exerce un recours, alors, qui pourrait monter jusqu'à la Cour suprême. Ça peut aller jusqu'à la Cour suprême, qui est conservatrice. Donc. Conservatrice, mais parfois constitutionnaliste. Donc, il faut qu'il fasse un choix tout de même parce que très clairement, les textes de loi et très clairement la Constitution fait volontairement que le Fed soit à part. Le jour où le Fed ne soit plus à part, c'est toute l'économie américaine. C'est l'indépendance de la Fed, effectivement, qui est clé dans le système économique américain. Ah, ben, très clairement, oui, tout à fait. Dans un rendu d'ailleurs de la Cour suprême, sur une autre affaire, enfin pour le licenciement d'autres personnes des agences fédérales, les juges ont d'ailleurs dit que la Réserve fédérale, la Banque fédérale, c'était à part. Et ça a bien été dit. Donc on peut penser, on verra s'ils ont ce courage, mais on peut penser quand même que si ça va à la Cour suprême, effectivement, ils pourraient s'opposer à ce licenciement abusif. Autre brutalité, celle d'envoyer l'armée à Washington, ville démocrate, armée envoyée pour rétablir l'ordre, dit Trump, qui a menacé d'ailleurs de l'envoyer aussi à New York, à Baltimore, à Chicago. L'administration Trump qui demande aujourd'hui à la base militaire, d'ailleurs des faubourgs de Chicago, d'encadrer les opérations d'immigration, donc on y est presque là. Et on va écouter la réaction du gouverneur de l'Illinois, justement, qui est l'État où se trouve Chicago. C'était avant d'ailleurs cette toute dernière décision. Il n'y a pas d'urgence à Chicago qui suppose une intervention militaire armée. Il n'y a pas d'insurrection. Demandez aux gens s'ils veulent voir leur quartier transformé en zone de guerre par un dictateur en herbe. Demandez-leur s'ils veulent traverser des checkpoints avec des officiers masqués quand ils emmènent leurs enfants à l'école. C'est pas banal quand même d'envoyer l'armée comme ça aux États-Unis. Non, il faut ce qu'on appelle la Fed. Non, mais il faut surtout clarifier un peu les choses parce que le fait que J.B. Pritzker parle d'urgence, c'est très clair en fait ce qu'il fait parce que Donald Trump utilise des exceptions très rares dans les textes de loi pour dire il y a une urgence, c'est pour ça que j'ai le droit. Parce que normalement, la garde nationale, c'est de ça qu'on parle, normalement la garde nationale dans les États, elle ne peut être déployée en principe qu'avec l'accord du gouverneur. Normalement, c'est le gouverneur qui décide, donc on ne peut pas le faire contre l'avis du gouverneur, en l'occurrence J.B. Pritzker ou par exemple Gavin Newsom à Los Angeles, qui s'est passé. Sauf dans quelques exceptions clés, et notamment soit une insurrection, soit une rébellion, qui était ce qu'ils ont utilisé à Los Angeles. Et donc J.B. Pritzker, ce qu'il dit, c'est il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de rébellion qui autoriserait le président à passer outre mon opposition de déployer cette garde nationale. Ce qui est quand même très différent de ce qui se passe à Washington, D.C., où là, le président des États-Unis est en gros le gouverneur de Washington D.C. quand il s'agit de la garde nationale. Mais on peut rappeler aussi à nos téléspectateurs que, par exemple, lors du 6 janvier 2021, quand peut-être il aurait eu besoin d'une garde nationale, Donald Trump ne l'avait pas déployée au tout début de l'attaque contre le Capitole, alors qu'il en avait l'autorité. Donc clairement, John Rick MacArthur, il ne fait pas les choses dans les règles, même lorsqu'il envoie la garde nationale. Lui, il dit qu'il l'envoie parce qu'il y a des gangs à Chicago, à New York, que c'est un vrai problème d'insécurité et que donc c'est la garde nationale, donc l'armée, qui va maintenir la sécurité. C'est ce qu'il utilise comme argument. Oui, c'est du show, c'est le spectacle. Parce que si vous avez regardé les reportages sur son intervention célèbre en Californie après les émeutes il y a 2-3 mois là-bas, ils n'ont rien fait, absolument rien fait. Ils ne bougeaient pas. Il n'y avait aucune arrestation, interpellation, il n'y avait rien.
Alors, ils ont fini par retirer la garde nationale en Californie. Et on fera la même chose ici parce que les soldats, entre guillemets, installés dans les rues de Chicago ou dans les rues de Washington, ne sont pas des policiers. Ils ne connaissent rien en procédure de police. Ce que vous nous dites, c'est quand on les envoie, ils ne font vraiment rien. Parce qu'effectivement, on les a vus en train de vider les ordures. Où il y a vraiment des tendances, de vraies tendances autoritaires qui m'effraient, qui me font peur. C'est la conduite du service de l'immigration avec les gens masqués. Là, c'est grave. C'est vraiment grave. Mais là encore, ils ciblent les non-citoyens pour la plupart, les gens les plus vulnérables. Alors, le grand homme se pense vraiment très courageux, mais il cible les gens sans pouvoir, sans citoyenneté, et encore avec Lisa Cook, une femme noire. Parce que, écoutez, Jerome Powell, il est membre très important du Deep State. Il sort d'un milieu complètement establishment, tout ce que vous voulez comme républicain, banquier d'affaires, etc. Alors, si vraiment Trump attaque au Deep State directement, et les gens comme Powell, il pourrait tomber comme est tombé McCarthy. Parce que c'était ça son Waterloo pour McCarthy. C'était son attaque contre le patriotisme de George Marshall, secrétaire d'État, et de l'armée elle-même. C'est peut-être pour ça qu'il a viré Lisa Cook et pas pour l'instant Jérôme Powell. Il y a une petite limite. Oui, tout à fait. Et vous savez, je pense que quelqu'un dans la personnalité de Lisa Cook, elle ne va pas jouer sur son couleur de peau. C'est exactement ce qu'il dit, Jean-Luc. C'est très has-been. Elle va jouer sur ses compétences et son bilan et l'absence de motif. Mais c'est vrai qu'il y a encore des gens qui disent, vous savez, c'est bien, parce qu'au moins Trump, il essaie de faire quelque chose. Mais c'est peut-être difficile de voir que cette quelque chose est à ce point nocif et très mal intentionné. Par exemple, ceux qui disent ça, ils pensent que justement la parole, que le politique ne fait rien. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Ou ils ne voient pas la totalité de la situation. Par exemple, à Washington, D.C., ils avaient d'abord rendu illégal le fait d'être sans-abri. Et ensuite, ils disent, on va ramasser des personnes sans abri. Vous voyez, ils ont fermé les foyers, ils ont dit c'est illégal d'être sans abri, et ils ont défait tout ce qui était les moindres aides qu'il y avait. Et donc, les personnes se trouvent vraiment dans des situations de ramassage, c'est terrible. La politique migratoire, d'ailleurs, c'est Kimar Abrego Garcia, je le disais dans l'introduction, qui lui maintenant est menacé d'être déporté en Ouganda. Il est vraiment devenu le symbole, Jérôme Viala-Godefroy, de cette lutte contre les expulsions massives des sans-papiers. Et il pourrait d'ailleurs être déporté en Ouganda en toute illégalité. Oui, celui qui justement devient le symbole de la lutte. Oui, tout à fait. Et pourtant, il pourrait aussi, même ses avocats parlent qu'il aille éventuellement dans un autre pays, je ne sais plus, c'était je crois, enfin bon, on parle d'Ouganda, mais là, en Ouganda, ça serait très négatif pour lui parce qu'évidemment, ce n'est pas un pays, c'est un pays qui paye, que les États-Unis payent pour avoir des immigrés dans des prisons, dans des conditions terribles, et il serait sans aucune aide, bien évidemment. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que là, Trump a dit des mots quand même intéressants, parce qu'on parlait des mots de Trump. Il parle de dictature. Et il dit « je ne suis pas un dictateur ». Voilà, on va l'écouter d'ailleurs, ça. On va l'écouter. C'est intéressant parce que c'est important ça aussi, ce qu'il dit. Parce que c'est sa réponse aux démocrates. Les gens disent c'est un dictateur, mais vous savez, beaucoup disent aussi peut-être qu'il nous faudrait un dictateur. Moi, je n'aime pas les dictateurs, je ne suis pas un dictateur. Je suis un homme doué, de beaucoup de bon sens et intelligent. Et quand vous voyez ce qui se passe dans nos villes, moi je décide d'envoyer l'armée, et au lieu de me féliciter, ils m'accusent de prendre d'assaut la République. Ces gens sont malades. Décryptage. Oui, alors il utilise beaucoup en jouant, en fait, en les mettant à distance, en
reprenant, en répétant ce mot et en disant qu'il ne l'est pas, mais qu'en même temps, et c'est toujours cette ambiguïté, parce qu'en même temps, il agit, parce que vous parliez d'action tout à l'heure, il agit et qu'il agit contre le crime, et peut-être qu'il y a des Américains, il y a beaucoup d'Américains qui aimeraient avoir un dictateur qui agit, mais lui n'est pas dictateur. Donc il joue toujours sur cette ambiguïté des mots, et en fait, au bout d'un moment, ça rentre dans la normalisation du langage aussi, c'est-à-dire que c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'être dictateur, est-ce que c'est bien grave, etc. Surtout, voilà, c'est pas exactement comme Poutine non plus, donc voilà, est-ce que ça le rejoint un peu, Poutine, justement, dans cette façon? En tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il personnalise tout, la politique, mais aussi l'économie. Tout est personnalisé, et ça, c'est quand même quelque chose d'inédit. Et ce qu'on voit, c'est que des institutions riches comme les universités, par exemple, les Ivy League, les plus grosses universités, des cabinets d'avocats, se plient à la volonté de Donald Trump. Et ça, c'est quand même très inquiétant. On n'a jamais vu ça. Intéressant aussi de souligner son côté anti-science, Ketevan, parce que c'est vrai que c'est quand même frappant. Oui, je vous donnerai la parole ensuite, John Rick. Mais Gérald Bronner, par exemple, un sociologue français, disait ce matin, il dit que finalement, Trump incarne la post-vérité, un mélange de fiction et de réel, et qu'il corrompt en fait le réel. Par exemple, il a annulé 2 satellites qui ont été construits pour surveiller les gaz, même pas une appréciation, mais une mesure en fait des gaz à effet de serre. Donc, il annule ce programme qui était un programme de la NASA. Il annule le développement d'un tas de projets de vaccins. Donc, ce côté anti-science, c'est quand même, enfin ça je peux dire, c'est quand même très nouveau aux États-Unis. Oui, mais je pense que là, en fait, on donne un peu trop de crédit, je pense, à la volonté de Donald Trump, parce qu'il se contredit aussi beaucoup, par exemple, sur la question des vaccins. Si on revient au Covid, alors certes, il a fait beaucoup de déclarations très, très dangereuses pendant le Covid, mais il était aussi celui qui a poussé Operation Warp Speed, qui était le fait de dire, maintenant, vous me trouvez un vaccin, vous faites un vaccin et on fait vacciner tout le monde. Il était quand même, c'est quelque chose de très positif. C'est son côté versatile, alors. Voilà, et derrière, il nomme comme ministre de la Santé un anti-vax, Robert F. Kennedy Jr. Il fait des choses, par exemple, sur ce qui est environnemental. Ça, oui, ça c'était assez clair, assez attendu. Mais je pense que c'est pas tant le fond plutôt que le fait d'avoir des gens qui s'opposent à lui. Et par exemple, la directrice du CDC, elle a été virée parce qu'elle a refusé elle-même de virer d'autres officiels dans le CDC que lui demandait de virer l'administration. Elle a dit non, je ne le ferai pas. Non, je n'appliquerai pas des choses que je considère être faux scientifiquement. Et donc, c'était une question de loyauté. C'était pas tant sur le fond de la science. Et c'est ce qu'on voit. D'autres ont quitté d'ailleurs l'agence. Ils sont 3, ils sont 5 maintenant à avoir quitté sur les derniers mois. En disant que c'était des mesures politiques et non plus des mesures scientifiques. Mais on voit, quand je parle de loyauté, ce qui est intéressant, c'est que oui, il va contre ceux qui sont ouvertement anti-Trump ou qui le critiquent ouvertement, mais il purge aussi au sein de son propre camp les gens qui sont considérés comme ne pas étant assez n'étant pas assez loyaux dans la sphère MAGA, par exemple. Et on l'a vu. Bolton, par exemple. Alors lui, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans la sphère MAGA. Mais c'est vraiment le principal décisionnaire, enfin l'élément principal de ces décisions, c'est la loyauté envers Donald Trump. Et envers le récit aussi, envers un récit. John Rick, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Ketevan? C'est plutôt la loyauté. Oui, tout est personnel avec lui. Vous êtes pour ou contre moi, et c'est très macho, très, je dirais plutôt, ça fait très milieu immobilier de New York, où il y a vraiment des gens horribles. Qui domine les affaires de New York. C'est vraiment... Ça, c'est un autre sujet pour une autre émission. Mais John Rick, quel impact en termes sanitaires? Parce que je reviens tout de même sur ce côté anti-science. Oui. L'impact, le fait justement de remettre en question, parce qu'aujourd'hui c'est le cas tout de même, le développement d'un certain nombre de vaccins, de virer des gens compétents justement, avec d'ailleurs la fuite d'un certain nombre d'autres, puisque ces fonctionnaires donc au sein du département de santé s'en vont, parce qu'ils disent qu'il ne s'agit plus que de mesures politiques. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un retour des virus aux États-Unis? On verra, mais il y a déjà eu des morts parce que il a annulé
des programmes de vaccination pour... j'ai oublié mon... La rougeole. La rougeole. Pour quelle maladie pour enfants? La rougeole. La rougeole. Dans le Texas. Ouais. La rougeole? Oui, la rougeole dans le Texas, me dit... Dans le Texas. La rougeole dans le Texas. Alors, il y a déjà eu des morts grâce à RFK Jr. Alors, c'est assez grave. Mais là, il s'est vite... il a changé de direction. Il a renouvelé son soutien, entre guillemets, pour les vaccins contre la rougeole, etc. Alors, il a fait marche arrière. Mais c'est vrai qu'il y a un effet qui fait dégrader l'indépendance, la liberté scientifique et académique aux États-Unis. Mais là, il faut blâmer les universités et les gérants des universités, et également les gérants du Parti démocrate, qui ne se battent pas. Alors, il y a Columbia, un peu Harvard, mais pas tout à fait. Mais il y a beaucoup d'universités qui se disent mieux vaut garder, conserver les contrats fédéraux que de lutter pour les principes de la liberté académique. Alors, on devrait vraiment interroger les présidents des universités et se demander pourquoi se sont-ils conduits d'une lâcheté incroyable face à ce voyou. Alors là, on ne peut pas uniquement blâmer Trump. Il faut vraiment blâmer les chefs des universités et les chefs de la politique, entre guillemets, d'opposition. Oui, Hélène, pourquoi est-ce qu'ils finalement se soumettent à Trump? Alors c'est vrai qu'il y a une vraie partie de bras de fer avec le patron d'Harvard. Hein. Oui, ça a été beaucoup moins le cas avec Columbia. Bon, finalement, ils se disent, ils préfèrent négocier un budget, ils essayent, enfin, ils se soumettent en tout cas aux conditions imposées par Donald Trump sur les choix, par exemple, des étrangers, des étudiants étrangers, enfin, sur un certain nombre aussi de programmes. Alors, je pense qu'ils imaginent que Trump n'est pas éternel. Mais vous savez, Kamala Harris est un peu de retour là. Elle a écrit son mémoire, ça s'appelle 107 jours, c'était ses 107 jours de campagne. Elle était pas mal interviewée et une chose qu'elle dit, c'est, parce qu'on lui dit, mais vous avez eu quand même raison sur pas mal de choses. Elle dit oui, qu'il ne sait pas faire face à Poutine, par exemple, ou encore la catastrophe économique des douanes tarifaires. Mais ce qu'elle a dit, c'est, ce que je n'ai pas vu, c'était la capitulation des institutions, des cabinets d'avocats, la capitulation avant même qu'on le demande. Parce que je pense qu'on est quand même dans une culture de négociation et de diplomatie, mine de rien. Et ils essaient de déployer ce skill set-là. L'herbe sous le pied à cette culture, en fait, de la négociation Trump, en accélérant, avec sa brutalité. Ce qu'il faut voir, je pense, c'est que c'est intéressant de regarder le Congrès, par exemple, et même le Sénat, qui s'est totalement plié à Trump, le parti républicain. Le parti est vraiment derrière lui. Totalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'y vois deux choses. Il y a d'abord l'ambition, la question de carrière et de vouloir faire sa carrière et de savoir qu'aux primaires, si on ne plaît pas à Trump, on risque d'être déboulonné et de ne pas pouvoir faire les élections. Donc il y a cet aspect de vouloir garder sa place. Mais il y a aussi un élément de peur. Et l'élément de peur, c'est que, par exemple, quand vous critiquez Trump, vous êtes menacé, vous recevez des lettres de menaces par les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des élus qui ont été assassinés dans le Minnesota et que la juge Barrett à la Cour suprême, elle porte un gilet pare-balles. Parce que non seulement elle est menacée, mais sa famille a été menacée. Et pourtant, elle est conservatrice. Elle est conservatrice, mais elle a été nommée par Trump. Mais elle n'a pas toujours tout fait dans le sens de Trump. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des menaces contre... Quand vous êtes élu et que vous avez des menaces contre vos familles, ça peut être des choses, par exemple, on va livrer des pizzas que vous n'avez pas demandées. C'est un message pour dire on sait où vous habitez. C'est des choses comme ça qui se passent. Et donc, des gens, il y a ce mélange de certains qui sont par ambition et d'autres par peur, mais c'est vraiment ce qu'on voit dans des pays qui vont vers la dictature. Evan, là-dessus, sur les universités, en tout cas, ils auraient pu adopter un autre discours, peut-être résister un peu plus. Mais là, c'est le problème, c'est l'argent qu'il y a aux États-Unis, et notamment dans les institutions privées. Elles sont certes privées, mais elles dépendent aussi quand même grandement ça, on l'apprend finalement, que les fonds fédéraux restent importants. Et en fait, le problème, et je trouve que les Américains ont mis du temps à réaliser ça, c'est qu'il y a toujours cette idée chez les Américains que nos institutions
fondations sont tellement fortes, elles tiendront. Elles ont tenu le 6 janvier, elles continueront à tenir. Et en fait, Donald Trump, ce qu'il met à jour, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont tenu que parce qu'il y avait des gens au pouvoir qui respectaient des sortes de règles de bienséance, que ce n'était pas nécessairement écrit noir sur blanc dans la loi ou dans la Constitution, et que c'est juste quelque chose auquel se sont pliés les démocrates et les républicains. Aucun démocrate, aucun républicain n'avait de cette façon menacé les universités ou menacé les cabinets d'avocats. Et donc, il fait ce que les autres n'ont pas osé faire parce qu'il respectait d'une certaine façon le droit, oui, mais même le droit non dit et les règles, les formes de la démocratie américaine. Et lui, il montre qu'en fait, si c'est pas écrit, eh ben, il va trouver un moyen de contourner ou un moyen d'interpréter une partie de la loi qui est mal écrite et de dire, bah si, en fait, j'ai le droit, si là, il y a une urgence, si là, c'est mon pouvoir. Et en fait, on voit qu'il est en train de présidentialiser encore et encore et encore plus la fonction aux États-Unis, et que les checks and balances sur lesquels est fondée la démocratie américaine, elle balance plus autant qu'elle ne balançait avant. Effectivement, les tribunaux, pour l'instant, sont plus ou moins les seuls qui ont l'air de tenir, en tout cas pour l'instant. Et ils ont du mal. Parce que ce n'est pas dans leurs habitudes de trancher sur des sujets à ce point politique. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte à combien il y a de procès Trump ou administration Trump de par le pays. C'est presque dans tous les États, il y a toutes les échelles. On a du mal à se rendre compte parce qu'on n'entend pas les décisions inverses. Est-ce qu'ils aboutissent, ces procès? Il y a plus de 300, là, il y a plus de 300 procès contre l'administration en ce moment. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que Donald Trump fait aussi des procès. Et notamment contre la presse. C'est des procès qu'il perd très souvent, mais en fait, quand il fait ce procès, c'est pas forcément pour gagner, c'est pour intimider, mais c'est aussi pour faire perdre de l'argent. Et quand c'est de la presse locale, par exemple, il y avait un petit journal local qui s'était attaqué à lui, et il a fait un procès contre eux, ça leur a coûté énormément, et ça peut ruiner. Donc il y a aussi cet aspect, les procès sont dans les deux sens, même s'il va les perdre, en fait, c'est pas il s'en fiche de les perdre. On est en train de décrire une omniprésence de ce président qui est tout de même incroyable. Lorsqu'on y pense, John Drake MacArthur, dans le pays des contre-pouvoirs, dans un pays qui est quand même un pays fédéral avec des États super puissants, Trump, en fait, parvient à devenir omniprésent. Là, on parle même, donc, effectivement, Jérôme Viala-Godefroy qui parle d'une attaque d'un journal local. Enfin, c'est tout de même extraordinaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, là, je suis très engagé dans ce lutte contre Trump. J'essaie d'organiser le contrepoids de ce qui reste des médias américains. Il n'y a pas grand-chose. Et vous êtes tous au courant du fait que deux grands réseaux de télévision, ABC et CBS, ont cédé à des procès. Ils ont payé Trump pour arrêter ces procès de diffamation contre eux. Dans le cas de CBS, c'était pour permettre que l'actionnaire principal de Paramount CBS puisse vendre ses actions à une société numérique. Alors, c'est vraiment la corruption, c'est extraordinaire en ce moment. Et c'est très dangereux parce que, comme mon collègue vient de dire, Trump a la capacité de faire saigner les petits journaux, et même les grands. Donc, avec des procès ridicules qui n'ont aucun mérite. Mais en tout cas, je blâme encore l'establishment de l'autre côté. Oui, alors justement, sur les démocrates, John Rick, démocrates, je reprends. Il y a en ce moment, excusez-moi, il y a en ce moment, il y a le formidable représentant Green du Texas, celui qui a menacé Trump avec sa canne. C'était Vance ou Trump? Non, Trump avec sa canne au début du mandat. Il a promulgué une action d'inculpation contre Trump. Il n'est pas soutenu par son parti, par le Parti démocrate, ce qui est en train activement de le décourager. Parce que si on avait... C'est vrai que les démocrates sont minoritaires. Mais pourquoi ils ne le soutiennent pas, en fait? Mais
pourquoi ils ne le soutiennent pas? Ils veulent rester dans les normes, les démocrates, c'est ce que vous dites dans l'un des articles de Harper. Il faut leur demander, mais alors qu'il y a Bernie Sanders, démocrate un peu, mais plutôt indépendant, socialiste, qui parcourt les États-Unis. Il attire des foules énormes en dénonçant le tyran Trump, en dénonçant la culture des milliardaires et tout ça. Il n'est pas soutenu par le Parti démocrate mainstream, parce que eux, ils attendent simplement que Trump cool ou se bute sur je ne sais pas quelle idiotie, oui, mais alors, John, et qui vont revenir au pouvoir juste par désespoir, parce que les gens sont tellement dégoûtés. Par désespoir. Alors justement, sur les démocrates, Hélène Kounce, un mot tout de même. D'abord, est-ce que la radicalité de Trump va faire qu'effectivement les Bernie Sanders, ou même là on voit à New York, Zoran Mamdani, qui est un peu cette figure, il a 33 ans, lui c'est aussi un candidat de l'aile gauche du parti. Est-ce que finalement la radicalité de Trump va-t-elle faire monter l'aile plus à gauche côté démocrate? Et d'ailleurs, il n'est pas soutenu, là où il a raison, c'est qu'il n'est pas soutenu par le sénateur Chuck Schumer, par exemple, par les centristes démocrates. Chuck Schumer, je vote à New York et je vote pour lui depuis que moi-même j'ai 18 ans. Je suis très loin, donc il est au Sénat depuis trop longtemps. Alors, il y a quand même une réponse efficace qui s'organise, mais la réponse repousse aussi les limites des normes et des traditions et même la jurisprudence. Je pense à Gavin Newsom en Californie, le gouverneur, qui, en réponse au Texas, qui a décidé à la va-vite de redessiner les cartes électorales, c'est pas tout à fait légal, mais Gavin Newsom, sa réponse, c'est de faire la même chose avec l'appui des citoyens tout de même, mais vous voyez, il fait quand même la même chose. Il va rechanger aussi la carte électorale avec un simple texte, alors qu'a priori, il fallait une approbation de la commission indépendante. Non, il faut surtout attendre le recensement de la population qui est en 2030. Mais vous voyez, c'est quand même curieux du côté des républicains parce qu'ils disent on a gagné haut la main au mois de novembre, mais si on ne joue pas avec les cartes, on va perdre dans un an. Bon. On va écouter Gavin Newsom, d'ailleurs, le gouverneur de Californie. Nous donnons au peuple de cet État le pouvoir de sauver la démocratie, non seulement en Californie, mais dans tous les États-Unis d'Amérique. J'espère que nous prenons conscience de cette réalité. Réveillez-vous l'Amérique. Réveillez-vous face à ce que fait Donald Trump. Réveillez-vous face à ses agressions. Alors lui, c'est pas du tout la gauche de la gauche. Il est justement, Gavin Newsom, c'est plutôt le centre de la gauche. Mais c'est intéressant pour réexpliquer un peu ce que disait Hélène Kounce, c'est qu'il y a eu le Texas, donc qui a adopté une nouvelle carte électorale favorable aux républicains, bien sûr soutenue par Trump, et demandée par Trump, et dont finalement le gouverneur Greg Abbott, qui est républicain et trumpiste, a accepté une redéfinition de cette carte, donc en faveur des républicains, et donc du coup le Californien Gavin Newsom, a priori, il y avait une procédure compliquée pour rechanger cette carte électorale en Californie. Et là, il voudrait faire la même chose, simplement avec un simple texte. Donc là, Gavin Newsom, c'est effectivement un peu celui qui va utiliser les mêmes armes que Trump. Enfin, en tout cas, c'est le seul à le dire. Oui, il a lancé un peu un mouvement, parce qu'on voit qu'il y en a quelques-uns maintenant qui commencent à suivre. Il a dit je vais contrer le feu par le feu. Donc, en gros, il dit moi, j'en ai marre. Eux, ils ne jouent pas avec les règles. Nous, comment on fait pour continuer à se battre en jouant avec des règles qui ne sont pas celles de notre adversaire? Et donc, il a, sur les réseaux sociaux, notamment, son équipe de com a vraiment inondé les réseaux en copiant la façon de parler et de tweeter de Donald Trump. Et donc en disant je suis le gouverneur le plus beau du pays. Enfin, il reprend très ironique avec vraiment les mots, les expressions de Donald Trump pour essayer de combattre sur le seul terrain sur lequel ils peuvent combattre, parce que c'est vrai que les démocrates sont responsables et que leur réponse n'est pas du tout à la hauteur, mais il faut quand même ne pas oublier qu'ils sont en minorité
partout au Congrès, qu'ils ont en face d'eux... il y a des élections, c'est pour ça qu'ils peuvent se préparer. Oui, il y a des élections, mais ils ont en face d'eux quand même un parti républicain qui est totalement à la botte. Donc ils n'ont même pas de quoi avoir 1 ou 2 ou 10 républicains centristes qui pourraient dire « bon allez, là ça suffit, c'est trop, on va se mettre du côté des démocrates ». Donc ils sont un peu en train de se battre dans le vent, mais c'est vrai que Gavin Newsom a lancé ce mouvement un peu de « on va répondre ». Et donc on voit Pritzker dans l'Illinois, on voit Westmore dans le Maryland, qui commencent à se battre un peu parce que c'est aussi des gens qui potentiellement vont vouloir se présenter en 2028. Et qui essayent de se battre un peu en dehors des règles. Parce qu'on a l'impression que les démocrates se soumettent quand même aux règles, à la loi. Alors c'est la grande question au sein du Parti démocrate, justement. Il y avait Michelle Obama qui dit quand ils descendent bas, nous restons très haut moralement, oui, mais ça ne marche pas. Alors ce qui est intéressant dans la technique de Newsom, dans la technique de communication, et les choses sont beaucoup liées à la communication, c'est que du coup, il force les républicains, dès que les républicains le critiquent, comme il utilise les mêmes armes et le même langage que Donald Trump, finalement, il critique Donald Trump lui-même. C'est-à-dire, ils disent, par exemple, sur le plateau de Fox News, mais comment quelqu'un qui est gouverneur peut-il prendre tout ce temps-là pour faire des tweets tout le temps, etc. Sans se rendre compte, c'est exactement ce que fait Trump. Il essaye de le piéger. Et je pense que la question qui va être... parce que Trump n'a pas été élu vraiment sur un programme, mais sur une incarnation. En fait, c'est ce qu'il incarnait. Il incarnait la force. Alors, il y avait les éléments sur l'immigration, l'économie, mais en fait, c'est pas sur son programme économique. C'est sur ce qu'il incarne au niveau de l'économie, c'est-à-dire le succès, etc. Donc, ce qu'il faudra qu'il y ait en face au niveau des démocrates, c'est quelqu'un qui incarne un changement et qui incarne la force. La raison pour laquelle... La force et le changement, c'est-à-dire un programme de fond sur un changement et une personne, en tout cas, une perception d'un changement. Le problème, c'est que c'est surtout la perception qui compte plus que le réel. Et je pense que là, on aura quelqu'un, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des sortes de formes de populisme de gauche qui ont plus de chances d'arriver à quelque chose parce que on est dans Mamdani dans le populisme de gauche. On peut considérer que oui, il est largement un populiste de gauche. Allez-y, John Rick, on n'a plus beaucoup de temps, allez-y, une minute. Oui, mais parlons 2 secondes du programme de Mamdani. C'est bien que vous avez soulevé sa candidature, il est détesté par le Parti démocrate régulier parce qu'il appelle justement à un gel des loyers à New York. Vous imaginez, c'est le centre du pouvoir immobilier des États-Unis. Et lui, il dit ouvertement, il faut geler les loyers. Mais il a gagné la primaire, John Rick. Oui, mais il a gagné la primaire. Il a gagné. Il a gagné. La primaire. Et en plus, il est très remonté contre Israël et sa politique à Gaza, ce qui est un programme très populaire à New York, même parmi beaucoup de Juifs. Donc, et le Parti régulier refuse vraiment de l'appuyer. Alors ça, c'est une lutte interne qui n'a rien à voir avec Trump. Oui, et qui évidemment pèse en face de Trump. Merci beaucoup. Et en plus, vous savez que le Parti démocrate reçoit énormément d'argent de Wall Street et des barons de l'immobilier à New York. Schumer, parmi eux, le chef de la minorité au Sénat, Charles Schumer, il est de New York. Il est financé par les classiques de l'immobilier. Donc difficile effectivement d'affirmer ce changement au sein des démocrates. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission de John Rick MacArthur, Hélène Kuntz, merci Ketevan Gorgestani, Jérôme Viala, Godefroy. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, cette émission également en podcast.